Alors, donc j'ai un petit peu modifié le titre de mon intervention, le protocole d'une nouvelle prescription. J'ai employé le terme de reproduction du même et levé de la division. Alors, juste une idée préalable, c'est-à-dire que je vais quand même poser une certaine critique du protocole. Voilà, de voir ce que ça impliquait. Alors, pas forcément dans comment dire, ce qui se passe de façon effective avec le patient, mais en tous les cas, les points de visée que comporte le protocole en lui-même, ce qui peut en attendre. Voilà. Donc c'est plutôt une critique qu'il faut entendre de ce côté-là, de ce que ça implique en soi. Voilà. Après, ce qui se passe dans une séance, bien évidemment, là c'est encore autre chose. Mais voilà, un peu l'idéologie que sous-tend le protocole. C'est un petit peu, voilà, un petit peu. Alors, à qui avons-nous affaire dans vos consultations? À quel patient? À quel sujet? Alors Lacan nous donne une réponse, et il nous dit au sujet de la science. Et ce, depuis Descartes et son affirmation, je pense, donc je suis. Autrement dit, je suis ce que je pense, ou encore selon une formulation plus récente, je suis ce que je dis. Je suis un homme, je suis une femme. Il n'existe pas d'un côté la psychologie individuelle et de l'autre la psychologie sociale. C'est une thèse donc déjà soutenue par Freud. D'une façon générale, les discours interviennent sans cesse dans la vie du patient comme modèle, comme soutien, comme adversaire. Les hystéries de Freud ne répondaient-elles pas au discours médical de l'époque? Remettre de l'autre, c'est donc introduire la dimension politique, au sens socratique du terme, du symptôme. La clinique n'est donc pas intemporelle, elle dépend de ce qui se passe dans la société. Les grandes mutations historiques impliquent toujours des mutations cliniques. Donc l'un des aspects assez remarquables qui a accompagné cet envahissement du discours de la science dans nos vies, et de toute la technoscience qui l'accompagne, c'est l'avènement du protocole. Le protocole envahit de plus en plus les pratiques de soins, alors les pratiques de soins dans la médecine, mais aussi de plus en plus dans le domaine de la psychologie. Et les recommandations de l'HAS filent aussi un petit peu dans ce sens. Et je pense que c'est quelque chose qui va aller en s'accentuant dans les années à venir. Alors, je suis tombée dans une salle d'attente sur des informations préalables voilà, pour les patients qui souffrent de phobies spécifiques. Donc les informations qui vont accompagner la mise en place d'un protocole, là, notamment un protocole d'exposition. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant le discours qui était tenu. D'une part, la certaine assurance sur le fait que les phobies spécifiques voilà, se soignent bien et que la plupart des personnes peuvent guérir complètement de leur phobie. Et voilà, le fait qu'il faut simplement attendre, supporter l'anxiété, attendre qu'elle passe et qu'elle finit toujours par disparaître. Voilà. Si vous ne fuyez pas, vous serez toujours plus fort que votre anxiété. Voilà. Des choses qui sont des assertions qui sont assez affirmatives. Les protocoles sont standardisés et efficaces dans la garantie qui est apportée par la science et par les évaluations. Alors, je m'étais dit que je reviendrai un peu plus tard sur l'évaluation, mais je crois que je n'aurai pas le temps, donc je vais juste vous en dire un mot très rapidement là. Il faut savoir que l'évaluation comme telle n'est pas ne dépend pas de la démarche scientifique. Les évaluations viennent des agences de notation financière. Donc c'est bien dans cette perspective-là qu'elles sont utilisées, c'est aussi à des fins économiques. Hein. Et l'autre aspect, c'est l'usage abondant qui est fait des statistiques, comme si les statistiques, le chiffre en statistique, allait décrire quelque chose de la réalité. Ce qui est vraiment une gageure. Il faut savoir que le statut du chiffre dans les statistiques n'est pas du tout le même que le statut du chiffre dans les mathématiques. Donc on est vraiment sur des écarts voilà, importants dans ce que ça renvoie. Et dans les statistiques, le chiffre renvoie à une loi normale, à une courbe, donc à une normalisation. Il faut bien comprendre que tout ce qui est rare en statistique, c'est potentiellement considéré comme anormal et pathologique. Alors, j'ai parlé de reproduction, j'avais d'abord intitulé la répétition, puis je me suis dit non, ça ne va pas. J'ai finalement parlé de reproduction du même. Donc la répétition chez Freud, c'est un concept inaugural qui introduit évidemment pour penser la pulsion de mort, dans ce qu'elle implique dans un au-delà du principe de plaisir. Donc ça va être l'occasion pour lui, à ce moment-là, de concevoir un troisième inconscient, de ça, un inconscient silencieux qui se tait. Lacan va s'emparer de cette notion de répétition pour en faire un concept central, lui aussi dans le champ de la psychanalyse.
Mais il va noter que la répétition n'est jamais la reproduction du même. C'est pour ça que j'emploie cette terminologie-là pour distinguer la répétition de cette reproduction du même qu'on retrouve dans le protocole. En effet, cette idée est sous-tendue dans la notion de la réaction cathartique de Breuer, où le sujet, sous hypnose, répéterait ce qu'il a vécu lors de la scène potentiellement traumatique. Mais la répétition n'est jamais identique. Dans cette répétition, il y a un 1 de la différence qui peut être repéré. C'est une fois parmi d'autres. C'est ce que nous observons dans la répétition apportée par le sujet névrosé par la répétition du symptôme. La première fois où il s'est fait jeter par quelqu'un. La première fois où il a eu sa crise de boulimie. Et puis ensuite, il y aura la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc il y a une comptabilité qui peut s'instaurer. Donc la répétition que j'entends ici n'est pas du tout celle cernée par Freud ou Lacan. La répétition dont il s'agit dans le soin, dans le protocole, n'appelle pas un élément symbolique dans sa structure. Donc il ne s'agit pas à proprement parler d'une répétition, mais bien d'une reproduction. Cette reproduction du même, elle est appelée de ses voeux par le protocole, puisqu'elle est garantie. Alors, on peut en repérer, enfin en tous les cas ça va amener une certaine, on peut en repérer les coordonnées, cette reproduction là dans les sciences, puisqu'elle va advenir notamment avec Galilée. Avec Galilée, avec la loi qu'il énonce, c'est la reproduction du même éternel avec des objets toujours à la même place. La danse des planètes dans ce qu'elles ont de moins vivant. En effet, dans la physique, les objets sont des invariants éternellement identiques à eux-mêmes. La temporalité sans fin de la ronde des planètes les capture dans une image. Galilée avait parfaitement conscience de ce que sa nouvelle science insufflait sur le plan épistémologique, parce qu'il disait qu'il fallait pour cela supprimer tout le vivant. Donc il nous explique que voilà, il va s'intéresser à certaines coordonnées, mais les coordonnées du toujours identique, ce qu'il repère comme étant toujours identique, toujours à la même place. Tout ce qui est variable, la couleur de la planète par exemple, hein, puisque c'est en observant les lunes de Jupiter qu'il va énoncer sa loi, eh bien tout cela, il faut l'évacuer. Il nous dit là que tous ces changements ne sont que purs noms et n'ont leur siège que dans le corps sans éthique, donc dans les perceptions, de sorte qu'une fois le vivant supprimé, toutes ses qualités sont détruites et annihilées. Donc, Galilée supprime toute forme de changement. Donc il y a bien cette reproduction du même, à l'identique, qui convoque notamment deux aspects sur le plan analytique, celui de la mêmeté et le moi idéal. Donc je vais défiler rapidement ces concepts. Alors, la question du même et de la différence questionne les philosophes depuis longtemps. C'est précisément la nuance mise au travail dans le Parménide de Platon entre l'un et le multiple. On peut donc distinguer deux types d'un, le 1 de l'unicité et le 1 de la différence. Le 1 de l'unicité et la mêmeté. Donc, je commence par celui-ci. Donc ça, c'est le 1 qui va être plutôt recherché dans l'amour. On ne fait qu'un. C'est le 1 de l'unicité de l'être, au sens où il n'y a qu'un seul pape. C'est un 1 d'exception. C'est également le 1 de la mêmeté qui fait qu'on ne peut pas additionner des couteaux et des fourchettes. C'est le 1 du « c'est comme moi ». Vous est très doué, ça, pour répéter ce « c'est comme moi ». Ce 1-là relève de la logique d'Aristote. C'est un principe, il renvoie au principe d'identité qui est cher à la philosophie et qui convoque les principes du tiers exclu, qu'on associe également au principe de non-contradiction. Bon, je n'irai pas trop là-dedans, enfin des principes voilà, qu'on admet en tous les cas dans les mathématiques. Donc ce 1, c'est l'une des questions que Platon va mettre au travail dans le Parménide. Dieu est ou n'est pas, il ne peut pas être à moitié. Il n'y a donc aucun intermédiaire entre ces deux énoncés contradictoires. C'est le 1 qui garantit que A égale A. Maintenant, le 1 de la différence. Ça, c'est un autre type de 1. Ce 1 est à distinguer du 1 de la différence. C'est un 1 que Lacan va appeler très lunaire, qui devient le support comme tel de la différence. Alors, il va nous en donner une illustration. Notamment à travers la vie de l'homme préhistorique, en observant une des côtes des animaux, voilà, eh bien on peut observer des coches qui sont tracées dans les côtes, dans l'os, pour chacune des bêtes que l'homme préhistorique a tuées. Bon, c'est une hypothèse. Hein. Mais
il nous dit bien que le tout premier signifiant, celui qui ouvre au symbolique, c'est ça, c'est la coche, par où il est marqué, par exemple, que le sujet a tué une bête, moyennant quoi il ne s'embrouillera pas dans sa mémoire quand il en aura tué 10 autres. Il n'aura plus à se souvenir de laquelle est laquelle, et c'est à partir de ce trait lunaire qu'il les comptera. Le trait lunaire, le sujet lui-même sans repère. Et d'abord, il se marque comme tatouage, comme premier des signifiants. Quand ce signifiant, cet 1 est institué, le comptage, c'est un 1. Donc, il faut noter l'importance de ce 1-là, parce que ce 1-là, c'est celui de la répétition freudienne, qui est très différent donc du 1 de la même T. C'est une bête tuée parmi les autres, un ver parmi les autres. C'est le 1 de la différence d'avec l'autre. C'est parce qu'il y a du 1 qu'alors il y a du 2, l'un et l'autre. Ce 1-là introduit donc à la dimension symbolique et il conduit à déclarer que A est différent de A. Si je vous dis un homme est un homme, vous entendez bien qu'entre le premier signifiant homme, il n'y a pas exactement le même sens que le deuxième signifiant homme. Donc depuis Descartes, Lacan soutient que l'activité philosophique vise à sortir du cogito cartésien. Et justement, le trait lunaire, c'est une façon de se dégager, de ne pas réduire le sujet à ce je pense. Dans le protocole, c'est le 1 de la même T qui est convoqué, qui est visé. On est donc loin, dans l'intention, en tous les cas, dans l'intention initiale du protocole, on est loin de vouloir faire naître un sujet comme si employait la psychanalyse. Le moi idéal. Alors le moi idéal, la convocation du moi idéal se situe un petit peu dans la même veine. Alors Freud il va assimiler le moi idéal et l'idéal du moi, ce que Lacan va s'employer à distinguer. Il va mettre le moi idéal dans le registre imaginaire, alors que l'idéal du moi, il va le placer dans le registre symbolique. Ça, c'est le schéma optique. Bon, les lecteurs de Lacan connaissent bien. Donc, ça part d'une petite expérience rigolote en physique qui reprend une illusion d'optique. Alors, c'est assez simple à comprendre. Hein. En fait, le dispositif initial, il est là. Donc, vous avez un vase avec au-dessus un bouquet de fleurs dans la réalité. Voilà. Donc, le vase est placé en dessous, le bouquet de fleurs est au-dessus. Et vous avez ici un miroir concave qui va amener le vase. Quand on se place à un certain endroit, eh bien, on a un effet d'illusion d'optique, c'est-à-dire que le vase va apparaître, comme ça, le bouquet va apparaître dans le vase. Hein. Le vase va remonter. Et donc Lacan, il a rajouté un autre miroir ici en face, et nous voyons ici, enfin, là vous avez l'image qui est perçue, hop là. Vous avez ici l'image qui est perçue dans le miroir, qui est là, et le sujet qui se place ici. Et donc le moi idéal, il se situe A, alors il le formalise par petit prime petit i' de A, pardon, et on voit bien l'effet d'illusion qu'il peut avoir, puisque, voilà, à travers le stade du miroir de Lacan, hein, c'est toujours ce qu'il nous a raconté, c'est l'effet d'unification, d'unité de l'image, mais qui reste illusoire. C'est-à-dire que sur le plan proprioceptif, l'enfant a une image, un perçu de son corps parfaitement fragmenté, et là, grâce au reflet, il a accès à un tout, à une unité. Du corps. Bon, ça c'est un aspect qui est assez voilà, important, enfin en tout cas qui permet de comprendre un certain nombre de choses de ce qui se passe dans la névrose et la psychose. Mais donc vous avez le moi idéal qui est là et l'idéal du moi qui est ici, et pour que l'idéal du moi advienne, Lacan nous explique qu'il est nécessaire la présence d'un autre qui vienne attester à l'enfant que c'est bien lui qui voit dans le miroir. Il ne s'agit pas forcément d'une parole, mais il s'agit plutôt d'un signe, d'un regard qui vient soutenir à l'enfant que c'est bien lui qui voit dans le miroir et qui constitue l'idéal du moi. Donc, le protocole, dans les aspirations qu'il porte, c'est plutôt un moi idéal, c'est-à-dire ce qui fait écho à la toute-puissance de l'enfant. Hein, quelque chose qui resterait quand même dans un registre imaginaire.
On voit bien les termes toujours, enfin, guéri, toujours, bon voilà, c'est bien dans cette espèce de toute puissance qui est attendue, en tous les cas d'idéologie, comme ça, qu'on porterait un peu le protocole. Alors, les effets de cet envahissement, comme ça, du protocole, bien évidemment, c'est la dilution de la responsabilité. Alors pour celui qui l'applique, que ce soit aussi bien du côté du praticien que du côté du patient, puisque évidemment le protocole garantit quelque chose. Il contient en lui-même cette garantie-là. Donc c'est le protocole qui est responsable, alors garanti par la science, par les évaluations, c'est le protocole en lui-même qui porte cette place-là de responsabilité. Donc c'est d'une certaine façon le bien fait ou mal fait pour certaines instances, ben, ça va être, voilà, est-ce que vous avez respecté le protocole ou est-ce que vous n'avez pas respecté? Voilà. C'est comme ça que ça va être perçu. Donc on voit bien ici que la déontologie, là, elle se décale, enfin, elle n'est plus vraiment forcément du côté de l'éthique, mais de plus en plus, elle va vers la morale. Hein. L'éthique, c'est ce qui va être toujours variable en fonction du patient, du moment, de ce qui se présente, et puis la morale, c'est ce qui va être bon d'appliquer en tout temps pour tout le monde, avec parfois des indications en disant, oh, ben voilà, dans tel cas de figure, voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, on pourrait considérer que la douleur physique, c'est un mal qu'il faut éradiquer. Mais si vous n'analysez pas la fonction de cette douleur pour le patient, je pense notamment à un cas clinique où pour tel patient, la douleur physique lui permettait de se faire un corps, alors en supprimant la douleur, vous prenez le risque de faire décompenser le patient. Bon, ça c'est une illustration parmi d'autres. Donc je pense que même pour les cliniciens, ça peut avoir aussi des effets un peu retors. Hein. C'est le sentiment aussi d'être dépossédé de son propre geste. Hein. Et ça peut conduire aussi, moi j'entends parfois dans les supervisions, hein, une perte de sens de la pratique. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, voilà, qu'il faut mettre au travail. Alors, je ne sais pas si je voulais vous parler, là ça me revient seulement maintenant, mais pour illustrer la distinction entre ces deux 1, je voulais vous parler, parce que c'est assez opératoire sur le plan clinique, mais je voulais vous parler d'une petite vignette clinique qui avait été apportée par Joël Dor. Joël Dor nous rapporte le cas d'un enfant qui était allé faire des courses au moment de Noël avec sa maman, et il se promène dans les rayons, et il croise, comme le veut la période, il croise un Père Noël, et donc il va avec sa maman voir le Père Noël, prendre la photo, enfin, voilà, faire les rituels associés à l'événement, à cette rencontre-là. Et voilà, il quitte ensuite la boutique, et la mère se souvient qu'elle a oublié un achat, donc ils vont dans une deuxième boutique, et puis là, voilà, deuxième Père Noël. Donc l'enfant, voilà, qui veut à nouveau voir le Père Noël, donc il commence à crier un peu auprès de sa mère, et puis sa mère lui répond, mais tu en as déjà vu un. Donc là, ça apaise l'enfant, bon, ils peuvent repartir. Et l'enfant va rapporter cette histoire-là à la psychologue qui voit, qui est quand même un peu interpellée aussi, mais je ne comprends pas, j'ai vu deux Pères Noël, voilà, il n'y a pas qu'un seul Père Noël. Et donc la psychologue, dans le souci peut-être de soutenir quelque chose du mythe du Père Noël, lui a expliqué que non, qu'il ne pouvait pas y avoir de Père Noël, voilà, qu'il n'y a qu'un seul Père Noël. Et l'enfant a déclenché, suite à ça, un délire sur le nom d'ubiquité. Donc on voit bien l'opérationnalité clinique de ces deux unités, là, distinguées, le 1 de la même T et le 1 de la différence. Alors, autre effet du protocole, c'est la levée de la division et le statut que va prendre la parole. Et alors, du protocole, mais aussi du discours de la science, hein, ce qu'on en fait aujourd'hui dans nos sociétés, tu l'as très bien dit, Yann, tout à l'heure. Donc Descartes va fonder le sujet moderne.
si un malin génie peut nous tromper sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur nos propres pensées, alors qu'est-ce qui est certain? Ce qui est bien questionné. Ce que Descartes interroge, c'est de savoir à quel point on peut se fier à l'autre. Peut-être sommes-nous dans la matrice, tel Léo, et tout ce que nous voyons, sentons, théorisons, est faux. C'est cela le doute de Descartes. Descartes va réduire la certitude jusqu'au trognon grâce à la proposition « je suis, j'existe », qui est vraie donc à chaque fois que la personne la suscite en elle. Cette certitude fait de l'individu une chose pensante. La certitude, c'est que je pense et que c'est moi qui suis le support de mes pensées. Donc il va fonder le sujet moderne, individuel, et rendre possible à partir de là une philosophie de la conscience. L'esprit devient unité avec Descartes. Cette idée rejette d'emblée l'idée de méconnaissance de soi par soi et la possibilité de la division subjective. L'hypothèse de l'inconscient est évacuée. Là où Descartes pose la toute-puissance de la pensée, du cogito, la psychanalyse n'a pas cessé de dénoncer l'illusion de cette affirmation, les mirages du moi et de l'identification. Dans son texte, Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, Lacan va présenter 3 paradoxes de la clinique en fonction de la place que la parole occupe. Il y a les 2 premiers qui renvoient à la psychose, où le sujet est plus parlé qu'il ne parle, à la névrose, où le symptôme s'adresse à l'autre. Le dernier champ est celui du sujet qui perd son sens dans les objectivations du discours. Cette aliénation provient de la civilisation scientifique, et c'est elle que nous rencontrons d'abord quand le sujet nous parle de lui. Lacan dénonce cette objectivation constituée par une science qui commande dans la civilisation universelle. Cette science permet au sujet d'oublier jusqu'à sa propre subjectivité. Donc Lacan pointe la dimension politique, idéologique de la science au sein de la cité et la façon dont elle est accueillie. Il y a donc des effets potentiellement pathologiques que le discours scientifique pourrait avoir sur les sujets. L'un des faits marquants de notre contemporanéité, c'est un certain refus de la parole, ou tout du moins un refus de ce que la parole implique, à savoir un manque et une interlocution. Pour le manque, en effet, la parole est toujours manquante du fait de la nécessité de l'interprétation par l'interlocuteur pour la comprendre. Ça, vous n'avez pas le choix. Pour me comprendre ce matin, vous êtes obligé de faire cet effort d'interprétation. L'autre aspect, c'est qu'elle implique le sujet, et qu'elle est donc une énonciation. Le discours de la science impose un refus de ces 2 conditions de la parole. C'est ainsi que nous passons de la parole à l'énoncé scientifique. Et au même titre que le discours de la science, le patient prétend tenir un discours qui ne serait pas contaminé par sa subjectivité. Ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois, mais de toutes les façons, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien changer, je vais vous raconter une histoire, je vais juste vous rapporter des faits objectifs, des choses qui sont advenues, donc voilà, les choses ne bougeront pas. Le mythe de son histoire devient une citation de faits, d'éléments d'information objectifs concernant sa vie. Comme Descartes, le patient nous rapporte un savoir sans vérité, sans sa vérité. Le propre de la démarche cartésienne s'appuie sur un rejet de la vérité hors de la dialectique du sujet et du savoir. Ce qui est tout à fait discutable, parce qu'on voit bien comment Paul Dirac, qui a reçu le prix Nobel de physique, a décompensé après avoir écrit sa formule mathématique qui permettait de faire le lien entre physique classique et physique quantique. Donc c'est un savoir dont les origines seraient gommées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le discours scientifique peut avoir une prétention totalisante. Cette prétention sera un formidable écho au moi idéal dans la toute-puissance qu'il porte. À cet égard, le protocole peut être le partenaire idéal du discours de la science. Donc comment ce discours a pu affecter le lien social finalement, la relation à l'autre? Il ne s'agit pas tant de critiquer la science en elle-même que de comprendre ses effets dans le social. Alors, cliniquement, ça peut conduire à un paradoxe, c'est-à-dire que le sujet peut se perdre dans les objectivations du discours. Cette aliénation, elle provient de notre actuelle civilisation. Et le patient arrive parfois avec une explication déjà toute faite sur son symptôme. Alors, il arrive avec des diagnostics, avec tout un tas de mots, et aussi avec une explication toute faite sur son symptôme. Par exemple, je me souviens d'un patient qui vient avec des plaintes concernant des tergiversations sans fin, comme ça qu'elle aurait, avec un doute qui n'a jamais de cesse sur tout un tas de choses concernant sa propre vie, et
elle m'explique, elle déclare, j'ai vu que c'était lié à un problème du cerveau. Donc ça doit être ça, c'est mon cerveau qui est malade. Donc le sujet de la science, le sujet moderne, tel qu'amené par Descartes, peut sembler non divisé. Donc le patient peut ne plus soutenir sa propre parole. Ce qui commande, c'est l'idéologie de la science. Donc on voit bien comment le discours de la science apparaît comme un discours objectif, car il dépouille le locuteur et l'interlocuteur de tout ce qui le constitue comme sujet et, ce faisant, détache le logos de toute sa dimension interlocutive. Donc là, je vais lire une petite citation de Lacan dans les 4 concepts fondamentaux. Donc il nous dit que le sujet collaborera efficacement à l'œuvre commune de son travail quotidien, démeublera ses loisirs, de tous les agréments d'une culture profuse, du roman policier, aux mémoires historiques, des conférences éducatives, à l'orthopédie des relations de groupe, lui donnera matière à oublier son existence et sa mort, en même temps qu'à méconnaître dans une fausse communication le sens particulier de sa vie. Donc pour conclure, les formes de savoir sont inséparables des formes de pouvoir. Si la psychanalyse n'a pas le vent en poupe, c'est justement parce qu'elle ne propose pas, enfin, elle n'est pas dans le protocole ni dans cette inscription là, du discours scientifique. Elle évolue en tous les cas à contre-courant d'une certaine normalisation qui est aujourd'hui attendue par la société. Et donc portée par le discours de la science, mais aussi produit par toutes les réponses technoscientifiques, parce que vraiment aujourd'hui on est un peu dans cet ordre-là, enfin, c'est la technique qui prend même de plus en plus le pas sur la science elle-même, et qui souhaiterait répondre au malaise dans la civilisation. Freud aussi doute, comme Descartes, mais son doute à lui ne débouche pas sur le je, mais sur le ça. Ça pense en dehors de lui. Et pourtant, dans ce lieu autre, le sujet y est chez lui. Sur la ligne du temps, c'est comme si un savoir antérieur était déjà là, avant qu'il ne se révèle. Ça pense avant que ça ne devienne conscient. Toutes ces questions, qu'il s'agisse de celles de Descartes, de Freud ou même de Lacan, restent donc celles du sujet. Qu'est-ce que le sujet ? Je crois, enfin, Freud n'était ni optimiste ni pessimiste sur l'évolution de la civilisation. Voilà, il appelait juste de ses voeux que la pulsion de mort n'emporte pas l'être humain, mais sinon, je crois que le travail, ce qu'on essaye peut-être un petit peu d'amorcer ce matin, c'est avant tout de venir questionner les évolutions que ça implique. Pas tant de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est ainsi, ça ce sera au sujet de dire comment ils vivent tout ça, mais voilà, les mutations que ça implique sur le plan subjectif. Voilà, merci.